Bien, bonjour à toutes et tous pour votre présence pour ce 5e café marxiste. Tout d'abord, mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année, de tout point de vue santé, en bonheur, en réussite. Léon vous dirait juste le bonheur, c'est déjà beaucoup. Le bonheur, c'est tout. En tout cas, merci d'être présent pour ce café où effectivement nous avons la chance de recevoir, d'accueillir donc Léon Landini. Léon Landini, pour celles et ceux parmi vous, peut-être pour les plus jeunes, parce qu'il y a aussi des jeunes qui, avant même la reprise, décident d'assister à un cours, c'est bien, bravo. Léon Landini est officier de la Légion d'honneur, médaillé de la résistance, remise d'ailleurs par l'Union soviétique, un des rares à avoir bénéficié, à avoir ce privilège-là, grand mutilé de guerre, et donc il a beaucoup contribué à la période dont nous allons parler aujourd'hui, à savoir celle donc de la guerre, mais aussi de l'après-guerre, puisque je vous rappelle le thème que nous abordons, à savoir les acquis du CNR sous le talon de fer de l'Union européenne. Nous allons aborder le thème à la fois dans une perspective bien sûr historique, puisque vous êtes là pour ça, et vous verrez que en fait, cette perspective historique permet de rattacher fondamentalement à des aspects concrets d'aujourd'hui, donc des aspects un peu plus politiques de ce point de vue. Le propos se divisera en deux temps. C'est d'abord Léon qui aura la parole, qui vous parlera donc de la période de la guerre à proprement parler, puisque la résistance, lorsque l'on vous le dira bien, ce n'est pas seulement se battre, même s'il insistera surtout là-dessus, se battre pour libérer le pays de l'oppression nazie, de l'oppression de Vichy, mais c'est également préparer l'avenir, un projet d'espérance pour l'avenir. Et c'est ce que j'aborderai plus précisément dans un deuxième temps. Simplement deux, trois petits rappels. Donc, tout d'abord des interventions, ensuite, bien sûr, vous pourrez poser des questions, intervenir par rapport à tout ce qui aura été dit. Je vous demanderai également de bien penser à régler les consommations une fois que le café sera terminé, pour qu'il n'y a pas de différend avec le bar. Et enfin, vous aurez la possibilité de pouvoir regarder sur la table toute une série d'ouvrages, de DVD à la fin, qui abordent plusieurs thèmes d'histoire, de sciences politiques, de philosophie. Voilà. Je vais maintenant laisser la parole à Léon Landini. Merci. C'est pour eux. Je pense que c'est mieux pour qu'on t'entende. Oui, oui, mais on m'entendra. Peut-être mieux que toi avec ton micro. Aussi. Oui, vous savez, chaque fois qu'on me demande d'intervenir, c'est une déchirure. C'est une déchirure parce que je suis contraint de me replonger dans ce que j'ai vécu. Et tous mes camarades de mort, la veille d'intervenir, je suis malade, et pendant 2 jours après, je suis malade. Parce que la mémoire, quelle force impérieuse, impossible de la contrôler, impossible de lui échapper. Elle me fait parfois revivre des images vues et vécues qui me serrent le cœur et qui me trempent de sueur. Je suis parfois tenté de m'en vouloir pour cette réaction qui suscite chez moi la mémoire de ces choses passées. La réalité vraie du temps présent et des événements du jour n'est-elle pas éloignée des épreuves d'antan? Eh bien, même si elle est éloignée, la mémoire vous y transporte à nouveau et le lointain devient soudainement si proche. Ma mémoire conserve entre autres très profond le souvenir de mes camarades morts au combat. Oui, au FTP MOI à Lyon où j'étais, 50% de mes camarades sont morts pendant la résistance et 52 d'entre eux sont morts sous la torture par Barbie sans avoir donné un seul nom. Pour se sublimer comme ces camarades se sont sublimés, eh bien, il fallait une raison profonde. Cette raison profonde, c'était l'assurance qu'après nous, il y aura un monde merveilleux. Un monde dans lequel on pourrait vivre, dans lequel on pourrait être heureux. Mais moi, ce qui me tourmente, c'est le souvenir de mes camarades. Je me souviens, ma première distribution de tracts, je l'ai faite, j'avais 15 ans, en compagnie de mon camarade Jean Carrara. Mon camarade, mon ami et je dirais presque mon frère, nous étions intimes. Le premier déraillement de train que j'ai fait, j'avais 16 ans et demi, entre Saint-Raphaël et Cannes, je l'ai fait avec Jeannot.
les premières bombes mises contre les troupes d'occupation italiennes entre Marseille et Vintimille ont été mises à Saint-Raphaël. Il y avait un groupe de FTP-MOI, francs-tireurs et partisans de la main-d'œuvre immigrée. Il y avait un groupe auquel je participais et il y avait la protection. Et Jeannot Carrara et moi, on allait allumer les mèches pour faire sauter les Italiens. Et un jour, nous avons mis les mèches et des bombes très puissantes dans un restaurant où mangeaient 195 chemises noires. Mais nous étions des gosses et c'était des bouteilles de gaz, et sur les bouteilles de gaz on avait remis le bouchon, ce qui fait que la mèche en amadou que nous avions allumée, eh bien elle s'est éteinte et les bombes n'ont pas explosé. Mais cela a mis véritablement la panique dans les troupes d'occupation italiennes. Ils ont envoyé la police italienne enquêter, et ça a été vite fait le tour de retrouver les quelques-uns qui étaient connus dans tout Saint-Raphaël. Pour vous donner un exemple, mon frère, qui venait de sortir de 38 jours de prison comme communiste, en décembre 40, a fait dérailler 8 wagons de marchandises à la gare de triage de Fréjus-Plage. À peine les wagons ont été déraillés, ça fait un scandale. Il a fallu, pour les remettre sur la voie, faire venir une grue de Carnoul, mais Carnoul était une ancienne mairie communiste. Les cheminots avaient encore les tripots rouges, et la grue, pour faire les 30 km pour venir, il lui a fallu 3 jours. Pendant 3 jours, ça a été le bordel dans la gare de triage, parce que les cheminots ne s'étaient pas précipités à faire venir la grue. Mais tout de suite, dans Saint-Raphaël, le bruit a couru, Roger est revenu, il a fait dérailler des trains, il va nous procurer des emmerdements, il faut cesser ces histoires-là. Alors le camarade responsable régional est venu, lui a dit: écoute Roger, il faut que tu mettes la pédale douce, parce que le premier à arrêter, ça va être toi. Alors mon frère a pris un peu de recul, mais pour autant, on n'a pas baissé les bras. Moi, avec mon copain Jean Carrara, nous avions acheté des étiquettes assez grandes, on avait mis nos petits mots d'ordre à nous: Pétain, tu es un traître, tu as trahi la France, moins de discours et plus de pain. Et on allait coller ça la nuit dans les rues de Saint-Raphaël. Et puis, lui avait 1 an et demi de plus que moi, mais c'était un gosse aussi. Moi, j'ai eu 17 ans en Creuse. Et dégourdis comme des manches à balai, pour faire les intéressants, on allait coller nos tracts sur la porte du commissariat de Saint-Raphaël. Et ça fait un petit scandale dans Saint-Raphaël. Et mon frangin m'a attrapé par le col de la veste. Mon frère avait 30 ans de plus que moi. Non. 12 ans de plus que moi, il avait 30 ans et moi j'en avais 16 et demi. Et mon frère, oui, heureusement qu'elle a corrigé, quand je vous dis que je perds la tête, vous voyez bien que c'est vrai. Avait 12 ans de plus que moi, et mon frère m'a pris par ma veste en me disant: c'est connerie, il n'y a que toi et ton copain qui avez fait ça. Je dis oui. Il m'a dit: alors, maintenant vous arrêtez, c'est terminé, quand on aura besoin de faire des distributions de tracts, je vous le dirai. Et quelques temps plus tard, j'avais guère plus de 15 ans, il m'a dit: ben, ce soir on va faire des distributions de tracts. Et puis, moi je faisais équipe avec Jeannot, et on a fait nos distributions de tracts. La Côte d'Azur n'avait pas été occupée, parce qu'il y a eu la moitié de la France qui avait été occupée, mais l'autre moitié n'avait pas été occupée. Et nous étions donc en zone dite libre, qui en réalité, eh ben, elle n'était pas libre du tout, puisque les arrestations, les déportations continuaient de la même façon qu'ailleurs. Et quand mon frère nous a pris, au mois de septembre 1942, la Côte d'Azur n'était pas occupée, puisqu'elle a été occupée en novembre 1942. Il y a eu un copain des anciens des brigades internationales, Alix Macario, qui habitait à Cogolin, qui a dit à Jeannot: il faut qu'on fasse dérailler un train. Et Jeannot m'a dit: ben, tu viens avec nous. Donc nous étions 3. Le premier train de toute la région qui a déraillé, c'est un train qui venait de l'Italie, qui est remonté sur Paris et qui a déraillé entre Saint-Raphaël et Cannes. Et j'avais 16 ans et demi lors de cette première opération. Ensuite, les Italiens, je disais, se sont affolés. La police est arrivée, elle a arrêté 2 de nos camarades, un Oscar Marucci, qui était un responsable des jeunesses communistes avec mon frère. Ils ont arrêté également notre camarade Zuru, des FTP-MOI. Ils sont allés chez Jean Carrara pour l'arrêter, il n'était pas là.
Et ils sont venus chez moi pour m'arrêter, mais moi je n'étais pas là non plus. Mais Jean Carrara était chez moi. Et ma mère, quand elle a vu les carabiniers arriver dans le jardin, elle lui a dit « Jeannot, sors-toi, saute le grillage par derrière, ils ne viennent pas pour rien. » Quand ils sont venus, ils ont demandé à ma mère où j'étais, elle lui a dit « à la forêt ». Ils rentrent quand? J'en sais rien. Bon, conclusion, ils sont repartis. Et Jean Carrara, qui avait 1 an et demi de plus que moi, ils l'ont envoyé à Lyon, dans l'IFTP, à Nice, dans l'IFTP MOI de Nice. Et moi, on m'a envoyé chez un oncle à ma belle-sœur, en Creuse. Moi, je ne voulais pas partir. Alors, on m'a expliqué gentiment qu'en Creuse, ils attendaient plus que moi. Après, on faisait la révolution quand j'arrivais. Et quand je suis arrivé en Creuse, il n'y avait rien du tout. Il a fallu que je me débrouille quelques mois plus tard, en apprenant qu'il y avait des FTP dans un coin, je suis allé voir les FTP et j'ai été intégré dans un maquis de FTP. Mais 1 mois et demi après mon départ de Saint-Raphaël, c'est mon père et mon frère qui ont été arrêtés. À mon frère, on lui a fait boire 1 litre de pétrole, les Italiens. Mon frère étant venu en France à l'âge de 10 ans, il était italien et mon père était italien. On leur a fait boire à mon frère 1 litre de pétrole, manger 1 kilo de sel. Comme il ne parlait pas, on lui a mis un casque autour de la tête, on lui a fait exploser tout le cuir chevelu. Il est resté 6 heures dans le coma. Au bout de 6 heures, quand il a repris connaissance, il a dit maintenant, si je me mets à parler, bien, je vais trahir les copains. Il vaut mieux que je ne me réveille pas. Et il ne se réveillait pas, il se faisait ses besoins dessus. Il fallait que les soldats italiens viennent le nettoyer. Il ne parlait plus, il ne mangeait plus. Il fallait l'emboucher pour le faire manger. Et il a passé 4 mois dans ces conditions. D'abord à Saint-Raphaël, et ensuite on les a menés aux prisons nouvelles à Nice. Aux prisons nouvelles à Nice, mon frère était dans une grande salle. Ils étaient une trentaine couchés sur des paillasses. Et un jour, les Italiens sont venus en disant pour nous, on a signé, Badogle lui a signé l'armistice, pour nous la guerre est finie, on rentre en Italie. Mais en partant, ils ont refermé la porte de la cellule. Mon frère se dresse et dit, oui, ils sont partis, mais nous ont enfermés dedans. Il faut qu'on casse la porte. Parmi les prisonniers, il y avait le professeur Renan, qui avait ausculté mon frère à 2 ou 3 reprises, et qui disait à mon père, vous savez, M. Landini, il ne redeviendra plus jamais normal. Hein. Ils l'ont tellement abîmé qu'il ne redeviendra plus jamais normal. Quand mon frère s'est dressé en disant des Italiens sont partis, il faut casser la porte, le professeur Renan regarde et puis dit c'est un miracle. Mon frère lui sourit, il dit non professeur, il faudra que vous retourniez à la faculté pour faire la différence entre un fou et un simulateur. Mais il y avait des personnes âgées, mais la guerre est finie, si on casse la porte on va être poursuivi. Alors mon père, qui parlait le français comme ça, il a dit vous êtes toute une bande de cons. Parce que maintenant, c'est les Boches qui vont venir. Ils vont vous emmener en Allemagne, vous y crèverez tous. Mais les Landini, ils n'iront pas en Allemagne. Arrivés à Dijon, ils étaient déportés sur l'Allemagne. Arrivés à Dijon, mon père et mon frère, ils ont réussi à se sauver du train. Ils sont allés à la gare. Pendant 6 jours et 6 nuits, les cheminots les ont emmenés jusqu'en Creuse, dans le petit village, où il y avait toute la famille qui était partie de Saint-Raphaël. Toute la famille se trouvait donc en Creuse. Ils ont rejoint la Creuse. Moi, je l'ai présenté au commandant du maquis Jean-Baptiste Virvial, mais je répète, mon frère était un ancien. Si vous permettez, je vais faire peut-être un petit peu d'humour, mais c'est véridique. J'ai été interviewé pour un film sur les FTP MOI. Et celui qui m'interviewait m'a posé la question en me disant, mais lorsque tu es sorti du Fort Montluc, comment ça s'est passé de la prison de la Gestapo? J'ai dit à la sortie, il y en avait un de ceux qui m'avait frappé, parce que j'ai enfoncé moi la boîte crânienne, vertèbre cervicale abîmée, le nez écrasé, les testicules rasés, enfin. J'ai subi, mais je n'ai pas parlé. Mon père et mon frère n'ont pas parlé non plus. Hein. Et quand je suis... mon frère, je l'ai présenté à Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, alors je vous termine l'humour. Et à un moment donné, j'ai dit, de toute façon, ils ne m'emmèneront pas, je me vadorai. Parce que lui, il m'a dit, on va vous fusiller. J'ai dit, je sauterai du camion. Et puis, dans le camion, ils m'ont mis des menottes. Ils m'ont mis des menottes avec un vieux. J'ai dit, mon pauvre Léon, t'es foutu. Tu ne pourras jamais te sauver avec un vieux comme ça. Il avait au moins 35 ans. Et lorsque le film passe dans les cinémas, tout le monde éclate de rire lorsque je dis que c'était un vieux de 35 ans. Moi, j'en avais 18. Il avait le double. Mon frère a été amené à Limoges, où il a pris contact
avec la direction interrégionale des FTPF, et on lui a dit, Roger, toi qui es italien, à Lyon, il y a l'IFTP MOI, c'est des jeunes merveilleux qui se battent avec un courage extrême, mais ils ont besoin de gens plus mûrs pour pouvoir les guider, pour pouvoir les aider. Si tu veux, eh bien, tu pars à Lyon. Mon frère a dit, attendez, ça fait presque 8 mois que je suis en prison. Du temps que j'étais en prison, ma femme a accouché d'un petit. J'arrive en Creuse, vous me dites si je veux. Moi, si vous me dites qu'il faut y aller, j'y vais. Mais c'est pas moi qui vous demande d'y aller. Alors, sourire, il lui dit, écoute Roger, il faudrait que tu y ailles. Et Roger, donc, est parti à Lyon. Quelque temps après qu'il était à Lyon, il m'a écrit, il m'a dit, viens me rejoindre. Une petite anecdote, il est venu m'attendre à la gare de Perrache avec un des responsables politiques de FTP MOI. À Lyon, c'était Carmagnol. Vous voyez que, bien qu'étranger, la Révolution française a eu quand même beaucoup d'effets sur nous. À Lyon, c'était Carmagnol, et à Grenoble, c'était Liberté. C'était le nom des 2 bataillons. Et quand je suis arrivé, il est venu m'attendre, puis il m'a dit, prends vite ta valise, on s'en va, parce qu'à la gare de Perrache, il y a toujours des rafles. On est parti, quand on a eu fait à peu près 200 mètres, le copain qui accompagnait mon frère, qui m'avait regardé, un petit gamin, en Provence, on me dit, je ne lui avais pas rempli l'œil, et il me dit, tu sais, ici c'est pas la Creuse. Ici, on est en opération tous les jours. Et en sortant de ta chambre, tu vas te trouver nez à nez avec un milicien ou avec un boche. C'est très dangereux, l'espérance de vie ici est de 3 mois. Alors si tu ne veux pas rester, on te repaye le voyage et tu retournes en Creuse. Moi je l'ai pris pour une offense. Et mon frère a éclaté de rire, lui a dit, tu sais, si j'ai fait venir mon frangin, n'aie pas peur, il fera son travail comme les autres. Mais on devenait vite un vétéran. Le lendemain soir, j'étais déjà dans une usine que nos copains avaient prévu de saboter, mais on reconnaissait au préalable les usines. Et on a fait sauter quand même toute une série d'usines importantes, et je viens de faire voir un papier là, sur le sabotage des usines. Où je l'ai. Excusez-moi. Oh, je l'ai mis sur papier. Je ne l'ai pas donné, non? Tu vas le retrouver après. Bon, ben je le retrouverai tout à l'heure. Un papier d'un témoignage du ministre à la radio, du ministre des armées anglaises, qui disait, si les attaques contre les Allemands et les destructions des usines, des chemins de fer, etc., continuent avec une pareille violence, nous n'aurons plus à nous occuper de ce travail-là, il ne nous restera plus qu'à attaquer les unités allemandes. Ce qui veut dire que lorsque on nous disait, ou quelques-uns disaient, oui, mais si vous fusillez, si vous tuez, on va fusiller des innocents, on va fusiller des otages, eh bien, mais il faut croire que nos bombardements, les bombardements, à Lyon, le seul bombardement du 26 mai, il y a eu 1 millier de morts. Alors, il faut croire que notre travail était quand même au moins nuisible que de laisser faire les Allemands comme ils l'entendaient. J'ai participé à de nombreuses opérations. Je parlais tout à l'heure, puisque je vois qu'il y a quand même pas mal de femmes et de jeunes filles, en ce moment il y a toute une histoire sur l'égalité des femmes et des hommes. Eh bien à Lyon, chez nous, l'égalité était entière. Les femmes participaient, comme les hommes, aux opérations militaires. Lorsque nous faisions une patrouille en ville, le premier Allemand qui a été tué après le débarquement du 6 juin à Lyon, c'était un aviateur, c'est moi qui l'ai tué, et c'est Simone qui lui a tiré une balle dans la tête. Parce que nous accouplions, tant que cela était possible, les hommes et les femmes. Les femmes participaient au déraillement, elles participaient aux opérations militaires. Et parmi les femmes, nous avions attaqué le garage Gambetta, avenue Gambetta, à Lyon, et lorsqu'on a attaqué le garage, on a été trahis, et à un moment donné, on a entendu tirer des coups de feu de l'extérieur. On a regardé par un petit trou, il y avait les Allemands et les gardes mobiles qui nous tiraient dessus. Le seul moyen, on ne pouvait plus sortir par là, le seul moyen de nous sauver du garage, c'était de monter sur une poutre et de sauter par une fenêtre. C'était le seul moyen. Alors quand on est monté sur la poutre, il y avait Janine Sontag, une très très jolie fille entre autres, qui monte sur la poutre, et elle avait des souliers en liège, le pied s'est tordu, elle est tombée, elle s'est fait mal à la cheville,
Il y a un copain, Jaco, qui est descendu pour la remonter. Elle lui a dit, Jaco, je ne marcherai jamais sur la poutre. Prends mon revolver, sauvez-vous, sinon on va tous se faire prendre ici. On est donc monté à peu près à la hauteur du premier étage et on est sauté dans la rue derrière. Et Janine a été prise. Elle a été amenée à la Gestapo. Elle a été torturée, battue. Et Janine n'a pas parlé. Alors, les Allemands lui ont cisé les seins avec un rasoir. Et Janine n'a pas parlé. Ils lui ont ébouillanté les jambes. Après la libération, les femmes qui étaient, parce qu'à Lyon, il y avait le Fort Montluc, d'un côté les hommes, de l'autre côté les femmes. Et après la libération, il y avait un local où se retrouvaient les internés du Fort Montluc, qui nous ont raconté que Janine, elle avait des cloques sur toutes les cuisses, mais que Janine n'avait pas parlé. Et ils ont emmené le 20 août 1944 à Saint-Genis-Laval, 120 personnes du Fort Montluc. Ils en ont pris 3 chez moi, 2 qui étaient de témoignages chrétiens, qui me l'avaient dit. Le 3e, lui, n'avait jamais rien fait, il était là pour rien. Mais quand ils ont appelé les 2 de témoignages chrétiens, ils se sont penchés vers moi, et il y en a un qui m'a dit, jusque-là, ils ne me l'avaient pas dit qu'ils étaient témoignages chrétiens. Là, ils m'ont dit, nous, de témoignages chrétiens, et moi, j'ai ma femme enceinte, si tu t'en sors, eh bien, voilà l'adresse, va essayer de lui dire que ma dernière pensée sera pour elle. Et puis lorsque Alfred Vial s'est dressé, c'était le plus costaud d'entre nous, il me prend par l'épaule comme ça, il me dit, si tu t'en sors et que tu es vivant, quand tu parler d'Alfred Vial, tu leur diras qu'au moment d'être fusillé, j'ai crié vive le Parti communiste. J'ai un de mes camarades, alors Janine a été donc exécutée, ils les ont incendiés, j'ai même quelques photos là-dessus, ils ont brûlé, c'est après la libération, en triant dans les débris, dans les eaux, qu'ils ont estimé qu'il y avait environ 120 personnes qui avaient été massacrées sur le joie. On les faisait rentrer dans une pièce, une rafale de mitraillette, mort ou pas mort, on en faisait rentrer une autre. C'est-à-dire que ceux qui rentraient, ils marchaient sur des cadavres qui étaient encore vivants, il y en a encore qui bougeaient. Et après, ils ont tout brûlé. Et Janine a fini comme ça. Mais ça c'est un exemple, mais je peux vous en citer des quantités d'autres qui malheureusement, c'est pourquoi je vous dis que lorsqu'on m'oblige à parler de ces choses-là, eh bien, après j'en suis malade pendant 2 jours. Mais je pense que ce qui nous a animés, ce qui a fait que nous étions, on peut dire, des individus hors du commun dans ce contexte-là, c'était la certitude, c'était la conviction que nous étions en train de bâtir un monde pour lequel ça valait la peine de mourir, ça valait la peine de souffrir et surtout de ne pas trahir les camarades. Moi je vous dirais que personnellement, plus il me frappait et plus j'étais certain que je ne parlerais pas. Et je crois que tous mes copains ont eu les mêmes réactions, puisque j'insiste, sur les 52 qui sont morts sous la torture, pas un seul n'a parlé, parce que quand il y en a un qui parle, il y a des ennuis sur ce qui reste. Jamais personne n'a été importuné. En ce qui me concerne, ils ont fait au maquis, parce que nous vivions en ville, et exclusivement en ville. Mais nous avions reçu des directives venant de Londres, à partir de la fin mars et début avril 1944, qu'il fallait absolument que l'on quitte Lyon, parce que les Allemands, s'il y avait un débarquement, risquaient d'encercler Lyon, d'arrêter tous les hommes en âge de porter les armes. Il fallait donc absolument quitter Lyon. Et pratiquement, toutes les organisations de résistance ont quitté Lyon, à l'exception des FTPF, les francs-tireurs et partisans français, et les francs-tireurs et partisans de la MOI. Mais le 15 mai 1944, les FTPF, il y a eu une trahison à l'état-major. Presque tout l'état-major de la zone sud ont été arrêtés et ont été fusillés. C'est-à-dire que dans Lyon, n'est resté à partir du 15 mai jusqu'à la libération que les FTP-MOI. Dans un article écrit par Cordier, le secrétaire de Jean Moulin, il écrit à un moment donné que lui, qui était à Lyon, n'a véritablement connu la résistance que dans les mois qui ont précédé la libération. Moi j'ai répondu que volontairement et involontairement, c'était un sacré coup de chapeau qui donnait au FTP-MOI, puisque nous étions restés tout seuls dans Lyon. Et c'est à partir de tous ces combats, cet espoir de ce monde meilleur, que l'idée est venue. Là je dis, on nous avait donné les ordres, nous on n'est pas partis. Mais
le 6 juin 1944, mon frère, qui était commissaire aux effectifs, a dit il vaut mieux tout de même qu'on parte au maquis. Si on reste là et qu'on se fasse attraper, les autres vont rigoler, vont dire que c'est bien fait pour notre gueule, ceux qui nous avaient demandé de partir. Donc on part. Et le 6 juin, on est parti au maquis, au-dessus d'un petit village qui s'appelle Crézieux-la-Lorraine. Le 8 juin, Monique, l'agent de liaison, est venue en disant à Lyon, tout est normal, les trams marchent, les gens vont et viennent, tout est normal. Alors mon frère a discuté avec les responsables militaires, il a dit, ben, il faut immédiatement qu'on renvoie 2 groupes dans Lyon. On va renvoyer les 2 groupes les plus expérimentés, et dans un groupe dans lequel j'étais. C'était le groupe d'Armand, et j'étais son adjoint. On descend dans Lyon, donc, le 8 juin au soir, le 9 juin, alors, on a vu par Joseph Epstein, qui était le commandant de tous les FTP MOI de la région parisienne, et qui a été arrêté en même temps que Manouchian. On l'a torturé pendant des mois. Il a été exécuté le 11 avril 1944 au Mont-Valérien. Par Epstein, il avait donné toute une série de directives et de conseils en disant, lorsqu'on fait une opération, il faut qu'il y ait 3 à l'action et au moins 6 à la protection. Alors, nous faisions à partir de ce jour-là, ce que nous n'avions pas fait auparavant, on attaquait les Allemands, on leur a lancé des grenades. Moi je sais que le mois de le 13 juin, oh là là, ma mémoire, vous voyez quand je vous le dis mes enfants, que j'ai la mémoire qui s'en va, vous ne voulez plus le croire, vous autres. Le 6 juin, le 8 juin, donc le 9 juin j'ai abattu l'Allemand. Le 13 juin, nous avons attaqué à la grenade un convoi de parachutistes allemands et nous avons fait une trentaine de morts. Nous étions 4 à l'attaque et 4 en protection. Et je faisais partie des 4 qui ont balancé les grenades sur le premier camion. Et on s'est replié, on n'a eu aucune perte. Si un de mes camarades avait, en courant, parce qu'après il nous tirait, le deuxième camion nous tirait dessus, il y a plusieurs camions, il nous tirait dessus au fusil mitrailleur, il avait un trou dans sa veste. Il disait, les fumées, tu te rends compte, il m'a fait un trou dans ma veste, hein? Il dit, c'est ma meilleure, et puis j'ai que celle-là. Vous voyez qu'on n'était pas bien riche, hein? Et donc, on nous avait appris, et la patrouille en ville, c'est celle qui a le plus traumatisé nos camarades. Parce que tous, nous avions été élevés avec l'amour de l'homme, le respect, ce monde merveilleux que nous envisagions, de voir se créer après tous nos sacrifices. Et la patrouille en ville se passait de la façon suivante. Il y en avait 2 à l'avant sur le trottoir de gauche. 2 en retrait, comme ça faisait un Z, d'attaque. Si le Boche était sur son trottoir, c'était les 2 de là qui tiraient. 2 de l'autre côté, si le Boche était sur son trottoir, c'était les 2 de là. Et 2 en protection. C'est-à-dire que les 2 qui tiraient, ils avaient 6 camarades pour lui assurer la protection. Mais lorsque vous arriviez devant un homme que vous ne connaissiez pas, qui peut-être avait commis des crimes affreux, avait torturé vos... Mais on n'avait pas de preuves, mais on avait ordre de terroriser les Allemands, il fallait les abattre dans les rues quand ils allaient d'un point à l'autre. Et lorsque vous arrivez devant un homme, que vous lui appuyez le revolver sur le ventre, qu'il voit à ce moment-là, comme moi j'étais très grand, il fallait qu'il baisse la tête pour me regarder, quand il voyait le revolver, il était complètement défiguré, les yeux qui sortaient de la bouche, et la détonation, vous ne l'entendiez pas avec les oreilles, vous aviez tout le cœur qui vibrait en même temps que la détonation. Et quand il était tombé, on était 2 par 2, là je vous ai dit que c'était Simone qui était à côté de moi, Simone s'est baissée et lui a tiré une balle dans la tête. Et on s'est replié. Et vous savez, tuer c'est pas humain. Quand je vous dis que pour me remémorer ces choses-là, ben, après ça me rend malade parce que je revois les opérations, je revois mes camarades qui ont été torturés, qui sont morts, qui n'ont plus parlé. J'ai une photo ici d'un camarade, Antoine. Il était chef de groupe à Grenoble. Il venait de sauter une usine et par le petit train de banlieue, il rentrait sur Grenoble. Et les Allemands ont arrêté le train de banlieue en pleine campagne. Et lui, il a dit à ses hommes, on ne va pas se laisser fouiller, on sort et on tire sur les Allemands.
Et les Allemands ont répliqué. Il a dit à ces hommes, sauvez-vous et je vous protège. Il s'est mis derrière un arbre, il a été touché par plusieurs balles, il s'est écroulé. Lorsque les Allemands sont venus pour le prendre, il s'est fait exploser avec une grenade. Là j'ai une photo où on voit toute la poitrine qui était partie pour tuer. Alors toutes ces choses-là vous reviennent en mémoire. Dans le film Les Jours Heureux, il y a la photo d'un de mes camarades avec qui j'ai participé à plusieurs opérations. Ils étaient 3 frères. Ça c'est les Amselem, parce que je les mélange à la farce. Amselem, ils étaient 3 frères. Il y en a un des 3 frères qui a été abattu place Bellecour. Maintenant il y a un monument avec son nom à l'emplacement où il a été abattu. Les parents juifs ont dit aux 3 frères, vous partez, vous allez en zone libre et je vous donne tout l'argent qu'on a. Nous on est vieux, qu'est-ce que vous voulez qu'ils nous fassent à nous? Nous ils ne peuvent rien nous faire. Et les 3 fils sont partis à Lyon, à Grenoble, à Toulouse. À Toulouse, ils ont pris contact avec l'FTP MOI et ont participé à plusieurs opérations. Mais commençaient à être un peu trop connus dans Toulouse, on les a mutés à Lyon. Mais un des 3 a dit, ben moi je ne viens pas à Lyon, je veux rejoindre De Gaulle, je pars en Espagne. Les autres 2 sont venus à Lyon, et un des 2 a été arrêté un matin en sortant de chez lui par la Gestapo. Ils l'ont torturé tant et plus, et ils l'ont exécuté place Bellecour avec 4 autres. Il y a été 5 fusillés. Le seul monument en hommage à la résistance de tout Lyon, où pour les cérémonies on dépose les gerbes, c'est le monument où il y a un jeune communiste, entre autres, des jeunesses communistes, et il y a ce camarade qui était là. Et le frère qui est resté, tout seul, immédiatement la libération arrivée, il a réussi à obtenir une voiture, il est parti à Paris prendre des nouvelles de ses parents. Quand il est arrivé dans son quartier, tous les gens qu'il avait connus étaient disparus, c'était tous des juifs. Il n'y avait plus personne. Il y avait une famille française qui a dit, mais tes parents, ils ont été emportés dans les premiers. Donc il savait que ses parents étaient finis. Mais il lui restait encore son frère. Et un soir, les gendarmes sont venus taper à la porte en lui disant, tu sais, vous savez, vous avez un frère, vous appelez bien comme ça, oui, vous avez un frère dans l'armée de Gaulle, oui, eh bien, on a le douleur de venir vous annoncer que votre frère a été abattu dans Forbach. Il se retrouvait tout seul au monde. Et par la suite, il voulait se suicider, m'a-t-il dit, et puis il a recommencé à militer, il a commencé à retrouver des camarades, et il a fini par remener une vie, s'est marié, une vie normale. Mais vous voyez que toutes ces choses-là me reviennent en mémoire. Alors, c'est pour ça que... Combien ça fait de temps que je parle? Eh bien, ça fait demi-heure. J'ai dit demi-heure, donc je vais essayer de conclure. Mais j'insiste beaucoup sur le fait que tous ces combats, tous ces sacrifices n'ont été faits que pour une seule raison. C'est que ceux qui allaient nous survivre allaient vivre dans un monde radieux. Nous nous battions pour une France libre, forte, indépendante, démocratique et souveraine. Et rappelez-vous de ces mots, parce qu'aujourd'hui, elle n'est plus ni libre, ni forte, ni indépendante, ni démocratique, ni souveraine. Alors, on se dit, est-ce que les gens qui m'entendent vont-ils comprendre que s'ils bénéficient encore un peu, parce qu'il y a beaucoup de détruits, s'ils bénéficient encore un peu de certains avantages acquis avec tous ces sacrifices, eh bien, ils ne peuvent pas se laisser dépouiller sans s'organiser et sans s'élever fortement et fermement contre ce qu'on veut nous faire. On veut nous prendre tout. On est en train de détruire nos écoles, nos hôpitaux. Vous avez vu les scandales qu'il y a dans les hôpitaux. Et on parle de licenciés, dans les écoles. Alors qu'on nous dit que la France est 34e sur le plan national pour l'éducation, alors que nous étions les premiers. Alors je pense, mais mon ami va certainement aborder ces problèmes d'une façon plus thématique que moi. Voilà, je vous remercie pour votre patience.